Parce que depuis notre jeunesse, le lac, c'était un coin sauvage, c'était un coin comme ailleurs, comme un coin de n'importe quel, le long de l'Ain, le plus sauvage maintenant. Il y avait quelques pêcheurs. C'était vraiment le calme complet. Il n'y avait pas de circulation, il n'y avait rien. Il y avait, je vous dis, que les paysans autour, les vaches qui pâturaient en bordure du lac. Et puis, à la suite je vous dis, suite des temps, dans les années 30, 35, commençait à avoir un peu de monde. C'est là qu'on a commencé à avoir les premiers tourismes. Et disons, quelques campeurs avant-guerre, mais pas beaucoup. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que ça a commencé le développement. En 1904, il y a eu des éboulements qui se sont produits, d'importants éboulements, à la suite de la baisse du niveau du lac provoquée par les travaux de l'Union électrique, ce qui a permis de mettre à jour les vestiges des cités lacustres. Des pilotis alignés étaient mis à jour et de nombreux objets apparaissaient sur la marne, sur la craie. Les gens venaient se promener et qu'est-ce qu'ils voyaient ces pilotis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils arrachaient coûte que coûte ou ici à ras du sol un pilotis, ils emportaient un morceau de pilotis pour dire qu'ils emportaient un arbre qui avait plusieurs millénaires, quoi. Sur toute la rive occidentale de Chalins, ce qui frappe de l'abord, c'est l'état du paysage qui est le plus proche possible de ce qu'on connaît pour le néolithique. En particulier, le niveau du lac a été abaissé artificiellement au début du siècle, ce qui laisse immersive, émergente, toute une série de plages de craie lacustres, ce qui est une situation tout à fait unique en Europe. Sur ces plages de craie lacustres, le long de 1,3 km de rivage, parmi les roselières, les bas-marais, la tourbière, on a actuellement des sites archéologiques extrêmement bien préservés, sites archéologiques nombreux, et qui couvrent une séquence chronologique longue de près de 2000 ans. Depuis l'abandon des derniers villages néolithiques du lac de Chalins, tous les objets, tous les résidus, les vestiges d'architecture, toutes les traces de la vie quotidienne se sont préservés hors des atteintes de l'air, hors des possibilités de décomposition, et sont parfaitement conservés jusqu'à nos jours. Ça veut dire que là, plus qu'ailleurs, beaucoup plus qu'en archéologie terrestre, l'archéologue peut évoquer les techniques, les méthodes, les types de vie, d'exploitation du milieu du cultivateur néolithique. Ça veut dire aussi que sur la base de ces documents remarquables et exceptionnels par leur préservation, il est possible de proposer au public et aux archéologues eux-mêmes des reconstitutions de la vie quotidienne, que ce soit au niveau de l'architecture ou du régime alimentaire de ces gens-là. Nous sommes ici donc dans le village de la phase la plus ancienne de cette station, des environs 3000 avant Jésus-Christ. On remarque tout le groupe des pieux des habitations. Et le village, on peut le remarquer, est relié à la terre ferme par un chemin qui est marqué par une double rangée de pieux qui sont très serrés. Cette double rangée de pieux correspond à l'aboutissement d'un chemin de planches,
un chemin qui permettait aux chariots et aux bœufs de circuler et qui reliait le village et la terre ferme au travers d'une zone marécageuse où le sol était fortement spongieux. Ce chemin de planche plus une palissade extérieure qui contrôlait l'accès au village, l'entrée du village, était le seul moyen de défense, mais de défense parfaitement efficace, donc pour les habitants. Dès qu'on a passé la palissade extérieure, de part et d'autre du chemin de planche, qui devient à ce moment-là la rue principale du village, on a des alignements de pieux qui sont parfaitement visibles et qui correspondent aux différentes rangées de maisons. Les pieux sont visibles par centaines sur le site et on a un peu de mal à en tirer un plan cohérent a priori. En fait, ceci s'explique parce qu'on a reconstruit à plusieurs reprises sur le même plan, on a reconstruit des maisons successives. Et là, il s'agit des fondations, c'est-à-dire que tous les poteaux d'époques différentes se retrouvent, sont découverts par les fouilleurs au même niveau. Ces poteaux sont une des sources d'informations principales sur la chronologie et sur l'état du milieu au néolithique. D'autre part, il est possible d'en tirer des données sur la dendrochronologie, c'est-à-dire sur les datations, et en particulier arriver à savoir quels sont les pieux qui sont contemporains ou non de tel autre, c'est-à-dire reconstituer les plans des villages. La dendrochronologie enregistre les informations notées dans les cernes des arbres. Ici, vous avez un arbre, c'est un arbre de chêne d'ailleurs, et là on voit au centre la moelle qui est le noyau sur lequel va se développer ce tronc. Et on voit année après année se fabriquer les cernes. On voit ici les pores de printemps de la première année de l'arbre. On voit ici les pores de printemps de la seconde année de l'arbre. Ensuite, il se fabrique un bois qui est beaucoup plus dense. On voit les pores de printemps de la troisième année, et ainsi de suite, année après année. On voit l'arbre grandir. Le principe de la dendrochronologie consiste à comparer des bois entre eux. On compare des bois dont on ne connaît pas la date à des bois dont on connaît la date. On remonte le temps comme ça, d'arbre en arbre, de poutre en poutre, de pieu en pieu, et on arrive ainsi au néolithique. Ici, c'est un bois de la palissade de Chalin. Il se présente tel qu'on l'a trouvé, c'est-à-dire qu'en fait, il était planté comme ça. Vous avez le centre de l'arbre qui était ici, l'extérieur là, et les préhistoriques ont coupé ce pieu en travers. On voit les cernes qui apparaissent ici sur cet écran. Ils sont mesurés électroniquement par ce système. Ils apparaissent ici sur l'ordinateur. Ils sont enregistrés. À partir de là, ils sont transmis. Et par exemple, ici, Catherine se prépare à comparer des courbes entre elles pour savoir si elles peuvent être synchrones ou non. Et on a des calculs de statistiques qui donnent le résultat. Si l'opérateur est d'accord avec l'ordinateur, alors la date est acquise. Par exemple, pour ce bois-là, il a été coupé en 2974 avant Jésus-Christ à Chalin. Deux pour bloquer la pointe. Pose ton main. Bon, allez, c'est bon. On va glisser. Nous
sommes en plein cœur des villages, des zones agricoles, et la première chose à vérifier, c'est la structure de la maison. On fait un montage qui est toujours ce dialogue entre l'ethnologie et la préhistoire. Allez, on lève, on mouille, béton, on mouille, de l'eau. Donc là, on cherche à tester de façon très, très réelle, en montant nous-mêmes des maisons. On sait très bien que ce ne sont pas les maisons néolithiques, que les conditions sont tellement différentes dans la végétation que nous ne pouvons pas les retrouver directement. Nous cherchons donc à vérifier nos hypothèses inverses, donc repartir sur un modèle construit, le laisser se détruire, ou le détruire nous volontairement par incendie, et le refouiller pour savoir si nous retombons peu ou prou sur nos pieds, c'est-à-dire sur le gisement archéologique qui est en cours d'étude. La stratigraphie, c'est la succession dans le temps des différentes couches de terre qui sont déposées et qui nous permettent de reconnaître l'histoire du village, mais aussi l'histoire du lac ou l'histoire des climats. On reconnaît en particulier ici à la base une couche sombre, puis une deuxième couche sombre. Ce sont des niveaux archéologiques correspondant à deux villages. L'un daté des environs de 2970 avant Jésus-Christ, 3000 avant Jésus-Christ, et l'autre des environs de 2750-2700. La coupe là est particulièrement démonstrative. On a une présence à la base. Donc pendant 30 ou 40 ans, des cultivateurs se sont installés, ont construit un village, l'ont occupé, ensuite l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné à la suite d'un incendie, sans qu'on sache pourquoi exactement l'incendie a été provoqué. Pendant près de 3 siècles, c'est la couche blanche suivante, le niveau du lac était relativement plus haut que l'actuel, et on a un dépôt de craie lacustre, de concrétion de carbonate en eau peu profonde. Le niveau du lac baisse, et quelques temps après, les cultivateurs viennent s'installer une deuxième fois sur le même site en construisant exactement selon le même plan. 30 ou 40 ans plus tard, on abandonne à nouveau le village et le lac reprend ses droits. On a de nouveau ces dépôts blanchâtres carbonatés. Alors les prélèvements donc, sont faits en fonction de la profondeur, en fonction de ce qu'on veut savoir. Donc, par exemple, ici, on fait un prélèvement au sommet de la craie lacustre. Donc, à partir de là, sur ces prélèvements, on va être fait donc, de la palynologie et puis de la sédimentologie. Alors, la palynologie, c'est l'étude des pollens et des spores fossiles. Alors, à partir des prélèvements que l'on fait sur les sites archéologiques, donc, il y a d'abord une manipulation chimique qui va permettre d'extraire les pollens contenus dans ces sédiments. Ensuite, à la fin de la manipulation chimique, ces pollens sont contenus dans un petit tube, ils sont passés sous le microscope et à partir de là, donc, ils sont comptés et représentés ensuite sous forme de pourcentage, sous forme de diagrammes. L'interprétation de ces diagrammes pour les archéologues donc, est importante surtout parce qu'elle permet de reconstituer l'environnement dans lequel les hommes se sont installés et surtout l'impact de ces hommes sur l'évolution naturelle de la végétation. Le travail en commun entre sédimentologues et palynologues consiste en fait à reconstituer l'environnement des lacs du Jura, l'environnement climatique surtout des lacs du Jura en fonction des variations des niveaux des lacs. Donc le sédimentologue fait des analyses sur les carottages que l'on a effectués sur ces lacs et à partir de là, il va reconnaître des hausses ou des baisses de niveau du lac et pour pouvoir caler chronologiquement ces hausses et ces baisses, on va faire des analyses palynologiques sur ces mêmes sédiments et on pourra dire à quelques centaines d'années près dans quelle période qu'on se trouve. Comme ça, je crois, non? Attends, on va essayer un coup. Ouais, tu vois, regarde, ouais, maintenant qu'on a l'aplomb, c'est sûr, elle va partir sur vos têtes. Ça fout le camp par là, ouais.
vous nous dites si vous voulez qu'on la déplace, l'autre. C'est bon? On essaye quand même d'être le plus près possible de ce que pouvait être la maison à l'époque néolithique. Bon, déjà, le plan de la maison, c'est un plan qui rappelle ce que l'on a à côté de nous dans les fouilles, hein, c'est-à-dire un ensemble de pieux. Et à partir de là, on a créé une structure aérienne qui, elle, est plus proche des modèles africains pour cette maison-ci. Et en fonction de ça, on va voir comment va évoluer la structure tout entière. C'est-à-dire tous les éléments qu'on a observés en fouille et qu'on essaye de recréer pour voir comment ils vont évoluer. Anne-Marie, qu'est-ce que vous fouillez là? Manifestement, il s'agit d'un dépotoir, d'une zone de rejet. Les gens ont rejeté de leur maison tous les résidus, en particulier les pierres chauffantes qui servaient à la cuisson des aliments, qui sont des galets éclatés par le feu. Et puis au milieu de ce tas, il y a des ossements, pas mal de céramique, enfin tous les outils qui ont été rejetés depuis la maison. L'archéologue cherche avant tout à essayer de comprendre quels sont les rapports entre les différentes maisonnées, les rapports économiques ou les rapports sociaux. Et d'après l'étude des dépotoirs, on s'aperçoit qu'il existe déjà certaines spécialisations. Un tel, de telle maisonnée, va fabriquer un modèle de pointe de flèche très spécifique, qu'il va échanger ensuite à d'autres maisonnées du village. Une autre maisonnée, Monsieur X, ou Madame X, fabriquera une céramique avec un décor particulier que l'on va ensuite retrouver dans d'autres maisons du village. Donc, ce que l'on cherche, c'est l'interaction entre toutes ces cellules élémentaires de production. Qu'est-ce que c'est, Anne? Un récipient en bois. Sûrement. Je sais pas si c'est volontaire. Ouais, puis là, il est pas replié, en tout cas. Parce que là, il est en place. Je vais enlever doucement. Alors maintenant, ça s'appelle un plat en érable. Alors qu'est-ce que c'est finalement? Maintenant que cet objet en bois est complètement dégagé, on se rend compte que ce n'est pas simplement un plat en érable, c'est bien un récipient large en érable, mais qui est plus complexe qu'une simple coupe. On se rend compte qu'il y a du côté du dos de la pièce ici une poignée massive qui est très épaisse en hauteur, qui fait au moins 5 cm, un dos replié sur un tiers de la pièce à peu près, et une partie complètement usée, à l'opposé de la poignée, et qui a subi des charges puisqu'il y a eu des fissures pendant son utilisation, et qui ont été réparés par un système de lien passant par une double perforation chaque fois. Il s'agit vraisemblablement d'une pelle pour bluter les céréales, une sorte d'outil qui est connu en ethnographie actuellement et dont le but est de séparer la balle du grain. Chaque année, la fouille dure environ 3 mois. Ces 3 mois suffisent à alimenter le travail d'environ 9 personnes pendant tout le reste de l'année. Tous les objets, en effet, qui ont été sortis pendant ces 3 mois doivent subir d'une part un traitement au chalet, directement après la fouille, qu'il s'agisse du lavage, du marquage, du rangement, afin de pouvoir donner chaque type d'objet, les silex, les céramiques, la faune, à tous les spécialistes qui vont s'en occuper, ainsi qu'à tous les laboratoires qui vont les traiter.
Dans ce laboratoire, j'étudie les macrorestes végétaux, c'est-à-dire je identifie les bois, les essences du bois, mais aussi je travaille sur les graines. Dans un dépotoir comme celui de Chalin, par exemple, on a trouvé des pommes, des graines, tout ça. Alors, qu'est-ce que vous allez faire comme travail, par exemple, sur les graines d'un dépotoir de Chalin? Pour nous, les dépotoirs sont une grande source d'information car on retrouve les restes de l'alimentation, de les repas, et on peut reconstituer les plantes qui ont servi comme base à l'alimentation néolithique. Ça, c'est les graines de mûre. Ce sont les fraises sauvages. Ici, on a de lin. C'est une plante cultivée qui servait aussi bien comme plante comestible que pour le tissage. À Chalin, dans le dépotoir, il y a une riche concentration de céréales. Ça nous apporte les informations sur exactement quelles céréales étaient cultivées à cette époque, aussi bien que quelles sont les mauvaises herbes qui ont été mélangées dans ces céréales. Et les mauvaises herbes nous apportent les informations sur les techniques agraires qui ont été pratiquées. Un petit peu plus haut là, Pépi. Tu vois mes doigts? Non, mais là je suis juste sous le micro. Pas réglementaire, ça. De quoi? Ce que je fais. Parmi les outils qui sont également trouvés en très grand nombre dans les habitats du lac de Chalin, il existe des pièces en bois de serre qui sont qualifiées de hache-marteau parce qu'ils possèdent un talon pour percuter d'un côté et un tranchant avec un manche en frêne transversale. Ces pièces, on peut se demander leur fonction. Ce sont la plupart du temps des merlins à fendre, des coins pour fendre le bois avec un manche pour guider l'outil à travers le bois. Au-delà de ces outils usuels, il existe d'autres haches-marteaux en bois de serre, entièrement polis, beaucoup plus sophistiqués, qui demandent quelquefois plusieurs jours de travail. On les a polis pour un effet esthétique. On a figuré en ronde-bosse des éléments que le polissage lui-même avait supprimés, comme la perlure naturelle du bois de serre, ou figuré, là encore, en ronde-bosse des croisillons de fixation de liens parfaitement fictifs. On peut penser alors que ces pièces ne sont pas simplement des outils, au sens technique et matérialiste du terme, mais des éléments de prestige qui imitent soit les haches en pierre de nos voisins suisses du lac de Neuchâtel, soit des haches plus lointaines qui existaient alors en cuivre en Europe centrale. On s'aperçoit que pour cette période des environs de 3000-3500 avant Jésus-Christ, on a déjà affaire à des sociétés extrêmement élaborées, complexes, d'un haut niveau de technique, et qu'il serait probablement vaniteux de notre part de mettre en avant notre technologie pour penser qu'il s'agit de gens primitifs. Ce sont des gens qui sont des agriculteurs, de vrais agriculteurs, des éleveurs, de vrais éleveurs, et qui ont du temps disponible. Et ce temps disponible, il est consacré à faire du social, que ce soit les échanges, que ce soit
la compétition économique, que ce soit l'acquisition de biens de prestige ou arriver à obtenir une position hiérarchique beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante dans la société. Pour monter le gros œuvre proprement dit, ce qui est pilier, faîtière, etc., pas de problème majeur, tout a été résolu rapidement. Mais cette maison, il fallait bien la couvrir un jour. Et on a pensé d'abord, ce qui paraissait le plus logique au bord d'un lac, la couvrir avec des bottes de roseaux. On est donc parti moissonner les roseaux à la faucille. Et ça ne s'est pas passé tout seul. Déjà, les roseaux sont très difficiles à couper. On peut penser qu'il y a 6000 ans, couper des roseaux n'était pas évident avec des outils en silex. Alors, on a fait une deuxième expérimentation qui était de moissonner, pour avoir du chaume, de moissonner un hybride de seigle et de blé pour avoir des longues pailles. Mais le problème était le problème temps de travail, car on est sûr, d'après les restes végétaux trouvés dans les couches archéologiques, que les épis étaient conservés entiers, intacts, et que le grain n'était sorti qu'au moment de la consommation. Donc il fallait trouver un moyen pour séparer artificiellement la gerbe qui était utilisée pour la toiture et le grain. On aurait pu couper au bout des tiges là, pour séparer les épis, mais ça posait quand même le problème de raccourcir la longueur de la tige et on perdait beaucoup pour la toiture. Alors finalement on les a séparés en tirant sur des planchettes pour enlever les épis et garder tout l'ensemble de la tige. Alors, le seul problème que ça pose, c'est que il faut être 40, 50, des heures et des heures et des heures. L'ethnoarchéologie, donc le principe, c'est vraiment d'apprendre à découvrir toutes les cultures, de faire l'inventaire de toutes les solutions possibles. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça, c'est une des plus grandes diffusions en Nouvelle-Guinée au point de vue hache, mais que dans la même région, donc 200 km au maximum pour les haches. Et la hache sert à, comment dire, c'est l'outil de base du cultivateur de l'agriculture en forêt. Et quand on voit ça, qui selon notre terminologie scientifique et matérialiste ne sert à rien, ben ça parcourt, les coquillages peuvent parcourir 2000 à 2500 km. Pratiquement pendant les mêmes temps de diffusion, en utilisant des réseaux d'échange et des réseaux de troc ritualisés qui sont différents. Ça aussi, c'est quelque chose qui ne sert à rien. C'est les plumes de paradisier. Là, c'est un oiseau de paradis séché qui
sont utilisées comme plumes de danse. C'est-à-dire là, on a des choses qui sont intéressantes pour l'archéologue et qu'on arrive à vérifier à partir, une fois de plus, des exemples et des modèles archéologiques. C'est de voir que pour le site de Chalin, vers 3000 avant Jésus-Christ, les haches de pierre, par exemple, viennent du Queyras, qui représente 250 km à vol d'oiseau, mais que des objets qui servent beaucoup moins, qui sont des objets de prestige, comme les poignards en silex du Grand Pressigny, commencent déjà à faire 350-400 km. Si on part dans les parures en coquillage, on obtient couramment des chiffres de 1000 km, puisqu'il y a des coquillages méditerranéens qui vont jusque dans la moyenne vallée du Danube à cette époque-là. Donc c'est les mêmes types de fonctionnement. À condition de s'appuyer sur l'ethnologie, il y a quelque chose qui est toujours possible de faire, mais à condition de ne pas non plus rester enfermé dans sa culture occidentale, c'est de poser des questions. Alors moi je ne sais pas, je n'ai aucune idée, je ne peux pas te dire où on va, mais ce qui est sûr, c'est que d'une année sur l'autre, les raisonnements sont en train de changer. Et ça, cette non-stabilité des raisonnements, c'est quelque chose qui me passionne, parce que la recherche archéologique, c'est ça, et la connaissance, disons, de l'humain et de notre civilisation passe par ce foisonnement.